Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder la leçon numéro 9 concernant la réaction d'estérification et d'hydrolyse. Comme vous savez, cette leçon fait partie de module de la chimie organique pour le programme de deuxième baccalauréat sciences maths et deuxième baccalauréat PC, hein, option français. Alors, commençons tout d'abord par une petite introduction au propos de la chimie organique. Donc, la chimie organique, comme vous savez, donc, c'est une partie de la chimie qui s'intéresse à l'étude des composés organiques. Alors, ce qui dit composés organiques, des composés qui constituent principalement par les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène. La définition générale d'un composé organique, c'est un composé dont la combustion complète avec l'oxygène fait aboutir à la formation de dioxyde de carbone et des molécules d'eau. Bien. Pour notre leçon réaction d'estérification et d'hydrolyse, on va diviser cette leçon en deux parties. La première partie, on va parler sur la nomenclature de certains composés organiques qui sont essentiels dans notre chapitre. Dans la deuxième partie, on va parler sur les propriétés et les caractéristiques des réactions d'estérification et réactions d'hydrolyse. Très bien. Donc, commençons d'abord par la réaction de l'estérification et réaction d'hydrolyse. Alors, comme vous savez, donc, le méthanoate d'Iti est un composé organique essentiel dans le produit l'ananas. Donc, c'est cette composé organique qui est le responsable à l'odeur de l'ananas. Donc, ce composé-là, c'est le méthanoate d'Iti. Et le méthanoate d'Iti, donc, fait appartient à une famille de composés organiques qui s'appelle, ou bien qui est appelée les esters. Alors, comment on prépare les esters? Donc, c'est notre objectif de cette leçon. En fait, la réaction qui permet d'obtenir un ester s'appelle la réaction d'estérification. Cette réaction a fait intervenir deux composés organiques, un composé organique qui s'appelle acide carboxylique et un alcool. La réaction inverse de cette réaction, appelée réaction d'hydrolyse. Donc, dans notre leçon, donc, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions, comme comment peut-on réaliser la réaction d'estérification et la réaction d'hydrolyse. Deuxièmement, quelles sont les caractéristiques de chaque réaction et comment peut-on contrôler l'évolution de ces deux réactions au cours du temps. Très bien. Alors, premièrement, commençons par la nomenclature de certains composés organiques. Alors, commençons tout d'abord par la nomenclature des alcanes. Avant de parler sur les règles de nomenclature des alcanes, donc je dois parler sur qu'est-ce que c'est qu'un alcane. Alors, comme vous savez, les alcanes, ce sont des hydrocarbures saturés. Ça veut dire quoi, hydrocarbures saturés? Donc, le terme hydrocarbure signifie que ces composés ne contiennent que deux types d'atomes, les atomes d'hydrogène et les atomes de carbone. En plus, le terme saturé signifie que tous les atomes formant les alcanes sont reliés entre eux par des liaisons simples, soit des liaisons de type carbone-carbone ou bien des liaisons de type carbone-hydrogène.
Très bien. Alors, pour les alcanes, donc toutes les alcanes fait obéir à une formule générale qui s'écrit sous la forme de CnH2n plus 2. Avec le N, c'est un entier naturel qui indique le nombre des atomes de carbone. Par exemple, donc c'est G un alcane ou bien un hydrocarbure saturé qui contient deux atomes de carbone. Donc, j'aurai, en appliquant cette formule, donc j'aurai C, je dois écrire deux atomes de carbone, donc c'est C2, hein, le H combien? Donc, ça fait le H2, voilà, fois 2 plus le 2. C'est égal à quoi? Donc, ça fait, la formule, c'est C2H6. Voilà, donc c'est la formule de cette composé organique. Très bien. Maintenant, pour représenter les alcanes, donc, on doit utiliser des représentations simplificatrices, hein. Donc, on doit utiliser l'un des quatre formules. Donc, soit que je dois utiliser la formule brute, ou bien la formule développée, ou formule semi-développée, ou bien la formule topologique. En ce qui concerne la formule brute, je dois indiquer seulement les nombres des atomes et le type des atomes. Donc, dans la formule brute, on indique le nombre des atomes et quoi? Et le nombre des atomes et la nature des atomes constituant la molécule. Généralement, dans ce cas-là, donc, on va se limiter aux atomes de carbone et les atomes d'hydrogène. Alors que pour la formule développée, je dois faire apparaître tous les atomes et toutes les liaisons dans les atomes de la molécule. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je dois mentionner le nombre des atomes de chaque espèce, chaque élément plutôt, chimique. Deuxièmement, le type de chaque élément chimique. Et en plus, je dois mentionner ou bien faire apparaître les liaisons que fait chaque atome avec les voisins. Alors, pour la formule semi-développée, donc je fais apparaître tous les atomes et toutes les liaisons, sauf les liaisons faisant par l'atome d'hydrogène avec les autres atomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois cacher seulement les atomes, ou bien les liaisons faites par les atomes d'hydrogène. Alors, ce qui concerne la formule topologique, alors, la formule topologique est une représentation simplifiée dans laquelle la liaison entre les atomes du carbone est représentée par un segment dont chaque extrémité correspond à un atome de carbone. Donc, c'est tout simplement pour représenter une molécule organique en formule topologique, je dois représenter chaque atome de carbone par un point en zigzag, comme ça. Hein. Si je par exemple 4 atomes de carbone, donc je mets 4 points en zigzag. Voilà. Et je représente chaque liaison carbone-carbone par un trait, hein, ou bien par un segment qui est fait relié à les liaisons. Bien, donc voilà, ça c'est une représentation carbonique, plutôt topologique d'un alcane de formule C. On a 4 points, donc ça fait C4 et H en respectant la règle de CnH2n plus 2, donc ça sera H10. Si vous remplacez le 1 par 4, donc vous trouvez 2 fois 4, ça fait 8, 8 plus 2, ça sera 10.
Bien, voyons maintenant cet exemple. Alors, le cas de l'exemple où j'ai trois atomes de carbone. Donc, la formule brute en appliquant la règle CnH2n plus 2, donc j'aurai C3H8, 3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène. Donc, le N est égal à 3. Vous remplacez N et C, donc vous trouvez 8 atomes de carbone. Alors, pour représenter cette molécule en formule développée, donc je dois faire apparaître tous les atomes et tous les éléments chimiques. Donc j'ai deux éléments, le carbone et l'hydrogène. Le carbone, donc j'ai trois atomes de carbone et l'hydrogène, j'ai 8 atomes d'hydrogène. Donc si vous comptez le nombre des atomes ici, donc vous trouvez bien qu'il y a trois atomes d'hydrogène et trois atomes plutôt de carbone et 8 atomes de l'hydrogène. Alors, en plus, vous remarquez bien qu'il y a des liaisons. Toutes les liaisons sont apparaissent dans cette molécule. Donc, j'ai des liaisons simples carbone-carbone et j'ai des liaisons carbone-hydrogène. Bien, alors dans ce cas-là, j'ai fait apparaître toutes les atomes, toutes les liaisons et toutes les espèces chimiques, plutôt les éléments chimiques. Alors que pour la représenter sous la forme semi-développée, pour tout ce qu'on a dit, on doit faire apparaître toutes les liaisons, sauf les liaisons qui sont faites par les atomes d'hydrogène. Donc, si je commence par les atomes de carbone, donc j'ai deux liaisons carbone-carbone, donc je dois mentionner les deux liaisons carbone-carbone, celle-là et celle-là. Donc, voilà les deux atomes de carbone, celle-là et celle-là. Bien, en plus, pour ce qui concerne les liaisons carbone-hydrogène, je dois cacher les atomes, les liaisons carbone-hydrogène. Donc, si je commence par ce carbone-là, donc j'ai un carbone qui fait trois liaisons avec, bien, qui est lié avec trois atomes d'hydrogène, donc je mets CH3. Donc, le deuxième carbone a fait deux liaisons carbone-hydrogène, donc je fais CH2. Seulement, je compte le nombre des atomes d'hydrogène qui sont reliés avec cet atome et je le mets à côté de l'atome de carbone. Le dernier atome de carbone donc, fait trois liaisons carbone-hydrogène, donc j'ai là en relation avec trois atomes d'hydrogène, donc je fais le C3. Maintenant, si je veux présenter ou bien représenter cette molécule en utilisant la formule topologique. Donc, j'ai trois atomes de carbone. Donc, je dois mettre trois points en zigzag. Donc, voilà le premier point, le premier carbone, donc celui qui représente le carbone là. Le deuxième point et qui représente le deuxième atome de carbone, c'est correspond au carbone au milieu. Et l'autre extrémité, c'est la troisième carbone. Et je fais un segment qui reliant les deux atomes de carbone, il y a les deux extrémités. Donc, ceci représente liaison carbone-carbone. Cela représente liaison carbone-carbone. Bien, la question qui se pose, comment je peux savoir la formule semi-développée à partir d'une formule topologique? Eh bien, la réponse est très simple. Donc, chaque atome ou bien chaque extrémité correspond à un atome de carbone. Donc, par exemple, si je commence par celui-là, donc cette extrémité correspond à un atome de carbone, donc je mets un C et je compte. Cet atome a fait une liaison carbone-carbone, donc voilà le deuxième atome de carbone et la troisième atome de carbone. Donc, si je commence par ce carbone-là, donc elle a fait une liaison carbone-carbone. Donc, puisqu'on a dit que le carbone est un élément tétravalent, ça veut dire qu'elle a fait 4 liaisons covalentes. Donc, elle a une liaison avec le carbone, donc elle reste à faire à 3 liaisons avec quoi? Avec l'hydrogène. Donc, j'aurai ici CH3. Dans ce carbone-là, donc elle a fait deux liaisons carbone-carbone, donc elle reste à faire deux liaisons avec deux atomes d'hydrogène, donc j'aurai CH2. Pour ce carbone 1, le
dernière carbone. Donc, elle a fait aussi une liaison carbone-carbone. Donc, elle reste à faire 3 liaisons donc, avec l'hydrogène. Donc, c'est CH3. Et bien, c'est comme ça qu'on va partir d'une représentation topologique vers une représentation semi-développée ou bien vers une représentation développée et la formule. Très bien. Maintenant, on va parler sur la nomenclature des alcanes. Donc, comme vous savez, il y a 3 types d'alcanes. Il y a des alcanes à chaîne linéaire, il y a des alcanes à chaîne ramifiée et des cycloalcanes. Commençons tout d'abord par la nomenclature des alcanes à chaîne linéaire. Alors, le nom d'un alcane est formé d'un terme dépendant du nombre des atomes de carbone dans la chaîne, suivi par un suffixe et an, qui indique que quoi? Indique que ce composé ou bien cette molécule fait appartient aux familles des alcanes. Très bien. Alors, en fait, pour dire le nom d'un composé organique, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser 2 termes. Le premier terme indique le nombre des atomes de carbone formant, bien constituant le composé organique et le deuxième terme, c'est le suffixe an qui est fait à signifier que cette molécule ou bien ce composé fait appartient aux familles des alcanes. Alors, prenons les exemples suivants. Alors, le cas où j'ai un n égale à 1, donc un atome de carbone, donc le premier terme qui indique que le composé contient ou bien constitué par un atome de carbone, donc c'est le terme en grec, c'est le met. Donc je dois mettre le premier terme, c'est le met, qui indique que le nombre de carbone dans cette molécule c'est égal à 1. Et j'ajoute le terme an qui indique que cette molécule fait appartient au composé des alcanes. Donc, le nom de cet alcane linéaire, ce sera le méthane. Pour le cas où j'ai 2 atomes de carbone, n égale à 2, donc on revient C2H6 en respectant la règle, bien la formule brute, c'est NH2N. Donc le premier terme, c'est le et. Le premier terme indique que le nombre des atomes est égal à 2 et j'ajoute toujours le suffixe 1. Donc ce sera 1. Le nom de cette molécule, c'est le éthane. Pour le n égale 3, donc j'aurai CnH2n plus 2, ça sera C3H8, c'est le propre. Donc le premier terme propre, donc pour n égale 3, et an qui nous signifie que cette molécule appartient aux familles des alcanes. Donc, et ainsi de suite. Pour le cas où n égale 4, donc le nom c'est le butane, formule C4H10. Pour le cas où n égale 5, donc la formule c'est C5H12, donc c'est le nom et le nom c'est le butane. Le cas où n égale 6, donc la formule c'est C6H14 et le nom c'est le hexane. Le cas où on a 7 atomes de carbone, donc la formule c'est C7H16, toujours en appliquant la règle CnH2n plus 2, et le nom c'est le heptane. Heptane correspond au numéro 7 des nombres des atomes de carbone, et an toujours c'est le suffixe qu'on ajoute pour indiquer qu'il s'agit d'un alcane. Le cas, on a 8 atomes de carbone, donc en respectant la formule, on trouve C8H18 et le nom c'est le octet, plus 1 ce sera le octet. Très bien. Alors, voilà ici les formules semi-développées de toutes ces molécules. Donc, vous voyez bien qu'on ne mentionne que les liaisons carbone-carbone et on cache les liaisons carbone-hydrogène. Très bien. Alors, pour nommer les alcanes ramifiés, je dois automatiquement passer par la nomenclature
des radicaux d'alkyle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un radical d'alkyle? Donc, voyez bien, un radical plutôt alkyle. Donc, c'est quoi? C'est un molécule, alors il y a une partie d'une molécule qui se dérive d'un alcane linéaire de formule CN. Donc l'alcane, la formule de l'alcane, c'est CNH2N. Voilà, H2N plus 2. Donc, ça, c'est la formule brute de l'alcane linéaire. Si je retranche, ou bien c'est lorsque cette alcane a fait perdu un atome d'hydrogène, donc je vais CnH2n plus 2 et elle devient un radical au lieu d'un alkane. Donc, le radical alkyle, il dérive plutôt d'un alkane par une perte d'un atome d'hydrogène et elle possède, ce qui est essentiel, c'est que le radical possède une liaison toujours liée avec l'atome de carbone. Donc, à partir de cette liaison qu'on va faire le souder ou bien le lier à une chaîne principale. Bien, donc pour nommer le radical alkyle, on doit respecter les règles de nomenclature des alcanes linéaires. Tout simplement, on va remplacer la terminaison an par la terminaison n. Bien, alors voyons les exemples suivants. Donc, pour le cas où on a un atome de carbone, l'alcane correspondant c'est le méthane, la formule c'est H4. Alors, pour trouver la formule du radical qui dérive de cette molécule, donc je dois retrancher un atome d'hydrogène. Donc, au lieu de 4, j'aurai 3 et j'ai une liaison à partir de laquelle on va faire relier ce radical à une liaison, à une chaîne principale. Bien, pour le nom, donc je garde toujours le même nom de l'alcane linéaire. Tout simplement, je vais changer le suffixe an par le suffixe il. Donc, au lieu de nommer le méthane, je le nomme méthyle. Dans le cas où on a deux atomes de carbone, la formule de l'alcane, c'est CnH2n plus 2. Toujours, je respecte cette CnH2n plus 2. Et le nom, c'est l'éthane. Le radical, donc, en retranchant un atome de carbone, donc j'aurai C2H6 avec une liaison et le nom, je remplace le terme an par le terme il, ou bien le suffixe an par le suffixe il. Donc le nom sera le éthyle. Pour le cas de trois atomes de carbone, donc l'alkane c'est C3H8, le nom c'est le propane. Alors l'alkyle dérive de cette molécule, c'est C3H7 et le nom c'est le propyle au lieu de propane. Le cas de N égale 4, donc c'est CH4H8, le nom c'est le butane. Alors la formule de l'alkyle dérive de cette molécule, c'est de C4H8, H9 avec une liaison. Hein, et le nom c'est le butyle au lieu de butane. Bien. Maintenant, on va nommer ou bien on va donner les règles de nomenclature des alcanes ramifiés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un alcane ramifié? Donc, pour savoir s'il s'agit d'un alcane linéaire ou bien d'un alcane ramifié, donc il faut voir la chaîne principale ou bien la chaîne carbonique. Si vous retrouvez que cette chaîne carbonique contient au moins, je souligne sur le terme au moins un atome de carbone,
minimum 3 liaisons carbone ou minimum. Donc, il s'agit d'un alcane ramifié. Donc, par exemple, donc, dans ce cas-là, j'ai un atome de carbone, le deuxième atome de carbone et la troisième atome de carbone. Donc, dans ce cas-là, donc, CG, cette formule, donc CG, un atome de carbone ici, vous voyez bien donc, que cet atome a fait, donc je complète par l'hydrogène, là, je vais CH3, c'est 1, 2, 3, donc ce sera un CH, C, et ça c'est le H3, aussi, ça c'est un CH3. Donc vous voyez bien que cet atome de carbone a fait 3 liaisons de type carbone-carbone. Donc il s'agit bien d'une chaîne ramifiée. Si la chaîne carbonique ne contient pas au moins un atome de carbone qui fait 3 liaisons carbone-carbone, donc il ne s'agit pas d'un alcane ramifié. Bien, alors pour nommer l'alcane ramifié, je dois respecter un certain nombre de règles. Alors, premièrement, je dois chercher la chaîne principale. On cherche la chaîne carbonique principale. C'est quoi une chaîne principale? Ou bien, quels sont les critères pour choisir une chaîne principale? Eh bien, il faut que la chaîne principale contienne le maximum des atomes de carbone, de façon linéaire. En plus, elle contient le maximum des radicaux d'alkyle. Bien, donc ça c'est la première chose à faire pour nommer les alcanes linéaires. Deuxièmement, je dois faire la numérotation de la chaîne principale dans le sens convenable. Très bien. Qu'est-ce que c'est qu'un sens convenable? Donc, c'est tout simplement le sens qui nous a permis de faire associer aux radicaux des alkyles l'indice le plus faible. Bien. Troisièmement, on remplace pour nommer, pour faire écrire le nom d'une chaîne ramifiée d'un alcane. Donc, je dois commencer par le nom de l'alkyle, de radical d'alkyle, précédé par l'indice qui représente sa position dans la chaîne principale, puis on ajoute le nom de la chaîne carbonique principale. Quatrièmement, si j'ai plusieurs radicaux alkyles qui sont liés à la chaîne principale, donc je dois respecter l'ordre alphabétique dans l'écriture, dans le nom de l'écriture du nom de l'alcane. Alors, quatrièmement, ou bien cinquièmement, s'il y a plusieurs radicaux qui sont répétés, c'est-à-dire que si j'ai trouvé dans une chaîne ramifiée plusieurs radicaux de même type, donc je vais utiliser des termes multiplicatifs comme le dit pour le cas où j'ai deux radicaux qui se répètent, tri pour le cas où j'ai trois radicaux qui se répètent, et tra dans le cas où j'ai quatre radicaux de type qui se répètent, ainsi de suite. Alors maintenant, pour bien éclaircir ces règles de nomenclature des alcanes ramifiés, on va prendre quelques exemples. Alors commençons par le premier exemple. Donc j'ai un CH3, CH, CH2, CH3 et CH. Tout d'abord, voyons bien qu'il s'agit d'un alcane ramifié. Pourquoi? Parce que sa chaîne carbonique, ou bien sa formule semi-développée, contient
un atome de carbone qui fait 3 liaisons. Très bien. Alors, pour nommer la chaîne, pour nommer le nom, je dois commencer par la détermination de la chaîne principale. Donc, voilà, j'ai le maximum de nombre des atomes de carbone. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, ou bien 1, 2, 3, 4. Donc, le maximum des atomes de carbone, ça fait 4. La chaîne principale contient 4 atomes de carbone. En plus, là, le nombre des radicaux, donc il a un radical. Donc, je vais encadrer la chaîne principale. Voilà, la chaîne principale. Deuxièmement, je vais numéroter la chaîne principale dans le sens où je vais associer l'indice le plus faible au groupement méthyle, au groupe d'alkyle méthyle. Donc, je commence par ce sens-là. Voilà, donc j'aurai 1, 2, l'atome numéro 1, 2, 3 et 4. Donc, voyons bien que dans ce sens-là, le méthyle a pour indice 2. Si je numérote la chaîne dans le sens contraire, j'aurai l'indice numéro 1, l'indice numéro 2, l'indice numéro 3 et l'indice numéro 4. Donc, dans ce sens-là, donc, le méthyle prend l'indice 3. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On doit numéroter la chaîne principale dans le sens qui nous a permis de faire associer l'indice le plus faible au groupe d'alkyle. Donc, je dois garder le premier sens et je efface le deuxième numérotation. Très bien. Alors, maintenant, on va passer à l'écriture du nom de cette alkane. Bien, je commence par l'indice du groupe d'alkyle. Donc, le groupe d'alkyle, c'est le méthyle. Donc, je mets le 2 tiré et le méthyle qui était à la position 2, méthyle. Voilà, méthyle. Et je termine par le nom de la chaîne principale. Donc, c'est la chaîne principale contient 4 atomes. Donc, c'est le nom de l'alcane linéaire qui possède 4 atomes de carbone. Donc, c'est le butane. Bien. Alors, pour le deuxième exemple, donc, je commence aussi par la détermination de la chaîne principale. Donc, voilà la chaîne principale. Donc, très bien, c'est ça la chaîne principale. Je pars aux deuxième étape. Donc, je fais la numérotation dans le sens où j'ai un atome, les indices les plus faibles. Donc, si je commence par ce sens-là, j'aurai l'indice numéro 1, l'indice numéro 2 et l'indice numéro 3, l'indice numéro 4. Dans ce sens-là, les deux méthyles. Donc, le premier méthyle a pour indice 2, le deuxième méthyle a pour indice aussi 2. Donc, la somme des deux indices. Donc, on a le premier méthyle prend l'indice 2, le deuxième méthyle prend l'indice 2. Alors, ça veut dire le groupe d'alkyle, l'alkyle. Le premier alkyle prend 2, le deuxième prend 2. Donc, la somme, ça fait 4. Très bien. Alors, si je commence par ce sens-là, donc j'aurai le 1, le 2 et le 3. Donc, l'indice de ces deux, c'est 3. De ces deux groupes d'alkyles, donc c'est 3, 3. Donc, j'aurai 3 à 3. Donc, la somme, c'est égal à quoi? Et 6. Donc, si je compare 2 à 4 avec 6, donc j'aurai le sens qui nous a permis d'avoir l'indice le plus faible, donc c'est celui-là. Et là, je dois effacer le deuxième sens de numérotation et je ne garde que le premier numérotation. Très bien. Maintenant, passons à l'écriture des noms. Donc, je commence toujours par les indices. Donc, j'ai deux méthyles. Le premier est à la position 2, je mets virgule, et le deuxième à la position 2 aussi, je mets le tiret. Et puisque j'ai deux groupes d'alkyles de même type, qui sont méthyle, donc je dois utiliser le terme
terme di, donc, di, et je mets le nom de méthyle. Voilà, et je termine par le nom de la chaîne carbonique principale. Donc, c'est le butane 1, 2, 3, 4. Donc, c'est la linéaire qui contient 4 atomes de carbone. Donc, c'est le butane. Bien. Voilà, donc vous voyez, comme vous voyez, c'est très simple. Il faut respecter seulement les règles de nomenclature par ordre. Bien, quatrième. Alors, bien, le troisième exemple, donc je commence toujours par la détermination de la chaîne principale. Donc, voyons bien que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 atomes de carbone. Donc, si je prends cette chaîne carbonique, j'ai voilà, 5 atomes de carbone et j'aurai un groupe d'alkyle. Le nombre des groupes d'alkyle, donc c'est un alkyle unique, un groupe d'alkyle unique. Maintenant, si je passe à deuxième choix, est-ce que j'ai un autre choix pour faire sélectionner la chaîne principale ou pas? Donc, on va voir. Très bien. Donc, si je prends cette chaîne carbonique, voilà, cette chaîne carbonique, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai aussi 5 atomes de carbone, mais dans ce cas-là, j'ai deux radicales, le éthyle et le méthyle. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il faut que la chaîne principale contient le nombre maximum nombre des atomes de carbone linéaire en plus le maximum des radicaux d'alkyle. Bien, donc c'est la chaîne principale convenable, c'est celle-là qu'on a encadrée. Maintenant, je passe à la numérotation. Dans ce sens-là, donc j'aurai l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4 et l'indice 5. Alors, la somme des indices, donc j'ai un méthyle dans l'indice 2 et j'ai un éthyle dans l'indice 3. Donc, la somme des indices 2 plus 3, ça sera 5. Et si je commence la numérotation par le sens inverse, j'aurai 1, 2, 3 et 4, plus 5. Donc, dans ce sens-là, le éthyle prend l'indice 3 et le méthyle prend l'indice 4. Donc, 3 plus 4, ça sera le 7. Vous voyez bien que le premier sens nous a permis de faire associer la somme de plus faible. Donc, je dois effacer le deuxième sens et je ne garde que le sens de première numérotation. Voilà. Maintenant, on passe à l'écriture du nom de ce compost. Alors, je commence par l'indice des groupes d'alkyles. Voyons bien que j'ai deux groupes d'alkyles qui sont différents. J'ai le éthyle qui commence par le E et j'ai le méthyle qui commence par le M. Donc, je dois respecter l'ordre alphabétique dans la nomenclature. Donc, je dois commencer par le éthyle qui était à la position 3. Donc, je mets 3 éthyle. Voilà. Puis, je mets l'indice deuxième alkyle qui était le méthyle à la position 2, donc le 2 méthyle, et je termine par le nom de la chaîne carbonique principale, donc c'est le pentane. P-N-T-A-N. Le pentane, donc c'est la chaîne encadrée puisqu'il contient 5 atomes de carbone. Très bien. Maintenant, voyons le dernier exemple. Donc, comme d'habitude, je fais sélectionner la chaîne principale. Donc, voilà la chaîne principale.
celle-là. Très bien. Donc, c'est la chaîne principale. Donc, je passe à la numérotation. Donc, j'aurai dans ce sens 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Très bien. Alors, dans ce sens-là, les indices. Donc, j'aurai l'indice numéro 2, 3, ça fait 2 plus 3, ça sera 5. 5, et j'aurai l'indice 4. Donc, je mets les indices ici. On a le premier radical dans l'indice 2. Le deuxième, c'est dans l'indice 3. Le quatrième, donc c'est petit dans l'indice 4. Et le troisième, donc, a pour indice 4. Et le cinquième, elle a aussi pour indice 4. Très bien. Donc, la somme, ça sera, dans ce cas-là, la somme, ça fait combien? 2 plus, ou bien 4 plus 4, ça sera 8. 8 plus 2, ça fait 10. 10 plus 3, ça fait 13. Donc, dans ce sens-là, la somme des indices nous donne le nombre 13. Alors, si je commence la numérotation par ce sens-là, donc j'aurai le 1, le 2, le 3, 4, 5 et 6. Donc, les indices. Donc, j'aurai l'indice, le premier, donc c'est le midi qui est à la position 3. Donc, l'indice 3. Le premier midi, donc 3 aussi. Et le troisième, donc ça fait opposition à 4. Et le quatrième, opposition 5. Donc, j'aurai la somme des indices. Donc, vous voyez, donc j'ai 3 plus 3, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. 10 plus 5, ça sera 15. Donc, le deuxième sens fait la somme des indices est égale à 15, alors que le premier sens, la somme des indices est égale à 13. Donc, je dois effacer le deuxième sens de numérotation et je ne garde que le premier sens. Très bien. Voilà. Passons maintenant à la nomenclature ou bien à l'écriture du nom. Donc, je commence par les noms des groupes d'alkyles. Voyons que j'ai un éthyle et j'ai 3 méthyles. Donc, toujours en respectant l'ordre alphabétique. Donc, le éthyle, c'est le premier. Donc, je mets l'indice de l'éthyle, c'est l'indice 4. Éthyle. Bien. Après, je mets les indices de des groupes d'alkyles qui étaient le méthyle. Donc, j'ai 3 méthyles. Donc, je dois utiliser le terme multiplicateur tri. Mais on doit donner les, ou bien on doit citer les indices de ces 3 radicaux. Donc, on a le premier qui était à la position 2, le premier méthyle à la position 2, 2, virgule, le deuxième à la position 3, donc le 3, et le troisième méthyle, donc il est en position 4. Donc je mets virgule au C et 4, puis tiré, je mets le terme multiplicateur tri qui nous indique que nous avons 3 atomes, 3 radicales identiques méthyle, et je mets le nom de radical méthyle. Après, je termine par 3 méthyle. Donc, et je termine par le nom de la chaîne principale. Donc, 6 atomes de carbone, c'est le hexa. Très bien. Donc, j'espère que ça sera clair au niveau de pour la nomenclature des alcanes ramifiés. Maintenant, passons à la nomenclature de la troisième type, bien, la troisième catégorie des familles des alcanes, ce qu'on appelle les cycloalcanes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cycloalcane? Donc, les cycloalcanes, ce sont des hydrocarbures
cyclique saturé dans la formule brute générale CN, c'est que ça donc CN H2N plus H2N plus 2. Alors, avec le N doit être supérieur au A2. Alors, pour nommer le cycloalcane, il suffit de ajouter le préfixe cyclo au début nom de la chaîne carbonique correspond au nombre N des atomes de carbone. Bien, prenons ces exemples. Donc, dans cette chaîne carbonique, ou bien dans ce composé carbonique, donc c'est une chaîne carbonique cyclique, donc il contient trois atomes de carbone, donc le premier atome carbone, deuxième atome de carbone, troisième atome de carbone, donc il s'agit d'un propane, mais se forme cyclique. Donc pour le nommer, je mets le terme cyclo et je mets le propane. Ah, c'est très facile. Pour le deuxième, donc il contient 4 atomes, voyons, 1, 2, 3, 4, donc 4 atomes de carbone se forment cyclique, donc c'est un cyclobutane. Bien, pour le troisième, donc c'est un cyclopentane, puisqu'il contient 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est une écriture topologique, donc c'est le cyclopentane. Alors, le quatrième exemple, donc c'est un cyclo à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est un cyclohexane. C'est très facile. Alors, pour l'exemple suivant, donc j'ai un cyclohexane, mais qui contient deux radicales. Le premier radical, donc c'est celle-là. Je vais chercher le nom ou bien la formule de ces radicaux. Donc le premier, donc ça c'est un atome de carbone, donc j'ai un C. Voilà, C. Et le nombre des atomes d'hydrogène, donc ce carbone-là fait une liaison carbone-carbone, donc il reste à faire 3 liaisons. Donc c'est CH3. Donc vous voyez bien que c'est CH3. Donc c'est un méthyle. Et pour celui-là, donc l'atome de carbone de cyclohexane, c'est celle-là. Donc le deuxième, le commencement, bien le radical commence à partir de cet atome de carbone, donc c'est un C. Vous voyez bien, c'est un C. Elle a fait deux liaisons carbone-carbone, donc c'est CH2. Et celui-là, donc l'extrémité qui correspond à un atome de carbone, donc c'est un C. Et elle a fait une liaison carbone-carbone, donc il reste à faire 3 liaisons carbone-hydrogène. Donc, si je regarde le radical suivant, donc c'est CH2, CH3. Donc, c'est de la forme C, donc c'est deux formant un radical qui fait de C2H5, donc c'est un éthyle. Bien, pour nommer ce cycloalcane, je commence toujours par le nom des groupes alkyles, par ordre alphabétique, et on associe dans ce cas-là l'indice le plus faible ou radical prépondérant, ça veut dire que le radical qui était en avance par l'ordre alphabétique, on lui a associé l'indice le plus faible. Donc, je commence par l'indice de éthyle. Donc, un éthyle, ce radical, donc c'est un éthyle. Voilà. Et le deuxième radical, c'est le méthyle. 2. Voilà. 2-méthyle. Très bien. Et je termine par le nom de du carbone principal, de la chaîne carbonique principale, qui était le hexane en forme cyclique, donc le cyclohexane. Très bien. Ben, voilà,
tout ce qui concerne la nomenclature des alcanes. Maintenant, on va passer à la nomenclature des groupes des composés organiques oxygénés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer par la nomenclature des composés organiques qui contient au moins un atome de carbone ou plutôt un atome d'oxygène ou deux atomes d'oxygène. En commençant par le premier groupe, c'est le groupe des alcools. Alors, c'est quoi un alcool? Un alcool en général, donc c'est un composé organique qui possède le groupement OH, le groupe fonctionnel OH qui s'appelle groupement hydroxyle. Donc, le groupe hydroxyle. La formule générale d'un alcool, c'est ROH avec le R, c'est un groupe alkyle. On respecte toujours CnH, 2N plus 2. Pour nommer, concernant la nomenclature des alcanes, pour nommer l'alcool, on doit respecter un certain nombre de conditions. Donc, je vais lire les règles de nomenclature et je vais expliquer la méthode avec des applications. Le nom de l'alcool obtenu à partir du nom de l'hydrocarbure, ça veut dire de l'alcane correspondant, dans lequel on remplace la terminaison E pénale par la terminaison ON précédée par un indice indiquant la position du carbone portant le groupe hydroxyle OH dans la chaîne principale. On attribuera le plus petit numéro possible du carbone portant ce groupe OH. Bon, je vais t'expliquer, ou bien je vais vous expliquer les règles de nomenclature d'un alcane. Donc, on doit respecter les mêmes critères de la nomenclature d'un alcane ramifié. On va tout d'abord, premièrement, déterminer la chaîne principale. Mais dans ce cas-là, la chaîne principale doit contenir obligatoirement le carbone fonctionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un carbone fonctionnel? C'est le carbone qui est lié directement avec le groupement OH, le groupement hydroxyle OH. Donc, la chaîne principale, elle doit contenir obligatoirement le carbone fonctionnel. Bien, en plus, elle doit contenir le maximum possible des atomes d'hydrogène et le maximum possible des radicaux. Deuxièmement, on doit numéroter la chaîne principale dans le sens qui nous a permis de faire associer au carbone fonctionnel l'indice le plus faible. Voilà. Troisièmement, on va nommer l'alcane ou bien l'alcool tout en respectant la nomenclature des alcanes, des alcanes ramifiés, mais tout simplement à la fin du nom de la chaîne principale, on élimine le terme E, ou bien le suffixe E, ou bien la terminaison E, et on le remplace par ON, à condition que je dois mettre en avance de ON l'indice du carbone fonctionnel. L'indice du carbone fonctionnel. Donc, en fait, c'est quoi? Donc, c'est tout simplement, je peux écrire le nom de l'alcane sous la forme de alcane, voilà, tiré X, tiré ol, voilà, le ol, avec celui-là, le alcane, le terme alcane, c'est le nom de la chaîne principale, ou bien l'alcane de la chaîne principale. Le X, c'est l'indice du OH, du carbone fonctionnel portant le OH, et le ON, c'est une terminaison qui
signifie que ce composé fait appartient aux familles des quoi? Aux familles des composés organiques appelés les acides. Donc, en respectant toujours cette astuce pour faire nommer des alcools. Bon, voilà les exemples. Bon, commençons par l'exemple numéro 1. Donc, j'ai un alcane et contient un atome de carbone. Donc, je mets le carbone fonctionnel, c'est celui-là, le carbone qui porte le OH. Donc, je lui associe l'indice le plus faible, c'est le 1. Alors, pour nommer cet alcane, donc je mets, voilà, je commence par le nom de l'alcane. Donc, l'alcane qui porte un atome de carbone, donc c'est le méthane. Voilà, le méthane, le méthane. Donc, je vais effacer le E et je mets le tiret. Oui, j'ajoute le X. Le X, c'est quoi? C'est l'indice du carbone fonctionnel, c'est le 1. Oui, j'ajoute le deuxième tiret et je termine par le. Alors, remarque, dans ce cas-là, on a un le carbone fonctionnel prend l'indice numéro 1. Il n'y a aucune autre possibilité pour que le carbone fonctionnel prend d'autres indices que le 1. Donc, dans ce cas-là, la numérotation n'a pas de sens et je dois effacer l'indice du carbone fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune autre possibilité pour que le carbone fonctionnel prend d'autres indices que différents de. Deuxième, donc, j'ai une chaîne carbonique ou bien un alcool qui contient deux atomes de carbone. Donc, je marque le carbone fonctionnel. Voilà, le carbone fonctionnel. Donc, je commence par la numérotation. Donc, c'est le 1 et le 2. Très bien. Donc, l'indice le plus faible en associé au carbone fonctionnel, donc portant le groupe OH, je passe à la numérotation. Le nom alcane, c'est le éthane. Donc, je fais le éthane. Avec E, je élimine le E et je repasse par le tiret. Puis, j'ajoute l'indice du carbone fonctionnel, c'est le 1. Ensuite, le tiret et le 1. Voyons, on sait que dans ce cas-là, le carbone fonctionnel ne peut prendre que l'indice 1. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité de faire écrire cet alcool pour que le carbone fonctionnel prend d'autres indices que le 1. Donc, dans ce cas-là, la numérotation n'a pas de sens et je élimine la numérotation et je limite par le nom éthane. Bien, maintenant, le troisième exemple. Dans le troisième exemple, donc j'ai une chaîne carbonique ou bien un alcool constituant par trois atomes de carbone, donc, je vais marquer le carbone fonctionnel, donc c'est celui-là. Alors, le carbone fonctionnel, je commence la numérotation par le carbone fonctionnel, donc je vais le 1, le 2 et le 3. Dans ce sens-là, le carbone fonctionnel prend l'indice le plus faible. Alors, donc, je vais passer à l'écriture des noms. Donc, je commence par le nom de l'alcane qui contient trois atomes. Donc, c'est le propane. Avec le E, je élimine le E et je remplace par un tiret. Puis, l'indice du carbone fonctionnel, c'est l'indice 1. Je mets le deuxième tiret et je termine par le. Très bien. Remarquez bien que dans ce cas-là, le groupon OH a une deuxième possibilité. Il peut que le OH soit lié avec cet atome.
si je vais relier l'atome de OH avec ce carbone-là, donc le carbone fonctionnel devient à la deuxième position, donc j'aurai indice j'aurai le propane de OH. Dans ce cas-là, donc je dois respecter la nomenclature ou bien la numérotation de l'indice du carbone fonctionnel. Très bien. Alors, passons plutôt, passons aux exemples suivants. Très bien. Passons à l'exemple suivant. Alors, pour l'exemple numéro 4, donc je vais essayer de déterminer la chaîne principale. Donc voilà la chaîne principale. Donc c'est celle-là. Donc c'est une chaîne principale qui contient 3 atomes de carbone. Donc je marque le carbone fonctionnel. Donc c'est celui-là. Elle était en position 2. Je passe à la nomenclature, à l'écriture du nom. Donc je commence par le nom de la chaîne principale, c'est correspond à l'alcane. Donc 1, 2, 3, donc la phase correspondante c'est le propane. Je élimine le E, je remplace par le tiret. Oui, l'indice du carbone fonctionnel est le 2 après la terminaison OL qui nous indique qu'il s'agit de quoi? D'un alcool. Très bien. Donc, voyons qu'on a deux alcools qui sont différents à cause de la position de l'alcool du carbone fonctionnel. Cinquièmement, la chaîne principale, c'est celle-là, contient 4 atomes de carbone. Le carbone fonctionnel il est toujours à la position 2. Donc, si je remarque bien que dans ce sens-là, la numérotation nous a permis de faire associer au carbone fonctionnel l'indice 2, alors que si je numérote la chaîne dans le sens contraire, le carbone fonctionnel a pour indice, je prends l'indice numéro 3. Donc, je respecte toujours l'indice, le sens qui nous a permis d'avoir l'indice le plus faible ou bien le plus petit pour le carbone fonctionnel. Et ben, je passe à l'écriture des noms de cette alcane. Donc, je commence par le nom de quoi du alcane correspond aux chaînes principales. Donc, j'ai une chaîne principale formée par 4 atomes de carbone. Donc, ça sera le butane. Voilà. Donc, je élimine toujours le E. On passe par le tiret. Oui, je mets l'indice du carbone fonctionnel, le 2. Et je mets le deuxième tiret, le 3. C'est voilà le nom de cette alcane. Très bien. Concernant l'exemple suivant. Donc, je commence à faire déterminer la chaîne principale. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai une chaîne principale qui contient 16 atomes de carbone. Voilà la chaîne principale. Celle-là. Très bien. Très bien. Bien, la numérotation, je marque le carbone fonctionnel. Donc, voilà le carbone fonctionnel. Maintenant, je passe à l'écriture. Donc, je commence par le nom de la chaîne principale. Donc, l'alcane correspond à la chaîne principale. Donc, il s'agit d'un alcane ramifié qui porte le méthyle en position 4. Donc, je mets 4-méthyle. Voilà, méthyle. Oui, je mets le nom de la chaîne principale, c'est le hexane. Et je élimine toujours le E. On passe par le tiret. Oui, je mets l'indice du carbone fonctionnel, c'est le 2. Je mets le deuxième tiret et je mets la terminaison OL qui nous indique que ce composé fait appartient aux familles des alcools. Bien, pour le dernier exemple, donc la chaîne principale est j'ouvre là,
la chaîne principale, c'est celle-là. Voilà, la chaîne principale. Très bien. Donc, le carbone fonctionnel, il est en position 2 et je passe à l'écriture des noms de cette chaîne principale, de cet alcane. Donc, je commence par le nom de l'alcane de la chaîne principale. Donc, c'est le propane, mais avec un radical. Donc, c'est le méthylpropane. Le méthyle est à la position 2. Je mets l'indice 2. Méthyle à propane. Propane. Très bien. Et je élimine le E. Je mets le tiret. L'indice du carbone fonctionnel, c'est le 2. Et le deuxième tiret, où j'ajoute la terminaison on pour avoir le nom de l'arbre. Voilà, je crois que c'est clair concernant la nomenclature des alcanes. Très bien. Maintenant, faisons une petite remarque. Dans la remarque, on distingue 3 classes d'alcool. Alcool primaire, alcool secondaire et alcool tertiaire. Alors, comment faire distinguer ces 3 classes d'alcool? Donc, c'est toujours en se basant sur le carbone fonctionnel. Donc, voyons, dans la formule générale, le carbone fonctionnel fait 2 liaisons carbone-carbone. Donc, il est relié avec 2 liaisons carbone-carbone. Pour l'alcool secondaire, le carbone fonctionnel ne fait qu'une liaison carbone-hydrogène. Plutôt, dans l'alcool primaire, le carbone fonctionnel fait 2 liaisons carbone-hydrogène. Il est lié à 2 atomes de carbone, 2 atomes d'hydrogène. Pour l'alcool secondaire, le carbone fonctionnel n'est lié qu'un seul atome d'hydrogène. Dans le cas d'un alcool tertiaire, le carbone fonctionnel n'est relié, n'est lié à aucune atome d'hydrogène. Donc, pour la définition, dans un alcool primaire, le carbone fonctionnel est lié à 2 atomes de carbone. Donc, voilà, ici, le carbone fonctionnel est lié à 2 H. Donc, le carbone, l'alcool secondaire, le carbone fonctionnel est lié à un seul atome de carbone. Dans ce cas-là, le carbone fonctionnel est lié à un seul atome de carbone. Voilà. Donc, pour l'alcool tertiaire, le carbone fonctionnel n'est lié à aucun atome de carbone. Donc, voyons ici, l'atome de carbone fonctionnel est lié à 0 atome d'hydrogène. 0, c'est pas O. 0 atome d'hydrogène. Bien, donc je fais quelques exemples là dans les exemples précédents. Donc, voyons l'exemple numéro 7. L'atome du carbone fonctionnel, elle est reliée à 3 atomes de carbone. Donc, il n'a aucune liaison avec les atomes d'hydrogène. Donc, ça, c'est un alcool tertiaire. Très bien. Alors, dans le cas où je prends par exemple l'exemple numéro 3, donc le carbone fonctionnel fait à 2 atomes de carbone, donc est lié à 2 atomes d'hydrogène, donc il s'agit d'un alcool à primaire. Alors, à primaire, si je prends le cas où j'ai par exemple l'exemple 4, l'atome de carbone fonctionnel, elle est liée à un atome d'hydrogène, voilà, un H, donc il s'agit d'un alcool secondaire. Voilà, donc je crois que c'est clair pour les classes des alcools. Très bien. Maintenant, on va passer à la nomenclature des acides carboxyliques.
Alors, les acides carboxyliques est un composé, ou bien ce sont des composés organiques qui contiennent le groupement fonctionnel COOH ou bien de la formule semi-développée C divisant O, simplisant OH. La formule générale d'un acide carboxylique s'écrit sous la forme RCOH ou bien RC divisant OH, tel que le R peut être un atome d'hydrogène ou bien un radical d'alkyle. Donc, ce groupement COOH s'appelle groupe carboxylique. Groupe carboxylique. Très bien. Un groupe carboxyle, bien le nom. Pour nommer un acide, le nom de l'acide s'obtient en considérant le nom de l'alcane correspondant dans lequel on remplace le E, hein, la terminaison E, finale par la terminaison weak. On fait alors précéder le nom du composé par quoi? Par le mot acide. Tout simplement, donc je peux l'écrire sous la forme suivante. Donc, le nom d'un acide carboxylique s'écrit toujours en respectant la forme suivante. Donc, je commence par le terme acide. Puis, je mets le nom de l'alcane qui fait correspond à la chaîne carbonique, portant le groupement carboxyle, tout en commençant la numérotation à partir du carbone fonctionnel et je termine à l'alcane, je efface le E et je le remplace par la terminaison weak. Voilà, donc voilà le nom de quoi? De l'alkyle, donc de l'acide carboxylique. Donc toujours, elle s'écrit sur la forme suivante. Donc acide, ou tuer, le nom de l'alcane, voilà, le nom de l'alcane qui fait correspond à la chaîne principale qui contient le carbone fonctionnel et la terminaison weak qui nous indique qu'il s'agit d'un acide carboxylique. Bien, prenons quelques exemples. Donc, je commence par l'exemple numéro 1. Donc, j'ai un acide carboxylique qui contient un atome de carbone. Donc, dans ce cas, le R prend le H. Donc, puisque j'ai une fonction carboxyle, donc je commence le nom par le terme acide. Non? Il s'agit d'un acide. Puis, j'ai le nom de l'alcane correspond à la chaîne principale. Donc, voilà la chaîne principale qui contient toujours l'atome de carbone. Donc, il contient un seul atome de carbone. Donc, l'alcane, c'est le méthane. Voilà. Et le méthane, donc je dois effacer le E et je le remplace par weak. Donc, il devient l'acide méthanoïque. Voilà. Très bien, donc c'est l'acide méthanoïque. Prenons l'exemple suivant. Donc, la chaîne principale, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un acide qui contient deux atomes de carbone. Deux atomes de carbone, donc, puisque j'ai un groupement carboxyle, je commence toujours par le terme acide. Après, je mets le nom de la chaîne principale en commençant la numérotation à partir des carbones fonctionnels, celui-là. Bon, il s'agit de quoi? De l'alcane qui contient deux atomes de carbone, donc c'est le éthane. Là, je efface le E et je le remplace par la terminaison weak pour signifier que cette molécule fait appartenir aux familles de quoi? Des acides carboxyliques. Troisième, j'ai un
acide carboxylique qui contient 3 atomes de carbone. Donc, je commence toujours par le terme acide, puisque j'ai le groupement fonctionnel COH, donc c'est le groupement carboxyle, et je commence par nommer le nom de la chaîne principale à partir du carbone fonctionnel, donc c'est le propane, propane, puis je efface le E et je le remplace par wick, la terminaison wick, donc c'est l'acide propane. Troisième, bien l'exemple suivant. Donc, il s'agit d'un acide carboxylique ou qui est formé par 4 atomes de carbone. Donc, je commence par acide. Bien, après, je vais nommer la chaîne principale. La chaîne principale ou bien l'alcane à constitution la chaîne principale, donc c'est à partir de du carbone fonctionnel. Donc, je vais encadrer la chaîne principale, donc c'est celle-là. Bon, il s'agit d'un alcane ramifié, donc le méthyle en position 2 contient acide, donc c'est 2 méthyle de méthyle à propane, voilà, et propane, je vais effacer le E et je le remplace par la terminaison wick. Donc, il s'agit de quoi? De l'acide. Voilà, c'est l'acide de méthylpropane. L'exemple numéro 5, toujours je commence par le nom acide, puisque je remarque bien qu'il s'agit de quoi? D'un acide carboxylique. Après, je mets le nom de l'alcane correspondant à la chaîne principale. Donc, commençons la numérotation à partir du carbone fonctionnel. Donc, je vais encadrer la chaîne principale. Voilà, la chaîne principale. Très bien. Et après, je vais nommer l'alcane correspondant. Donc, il s'agit de quoi? De 3. Un alcane ramifié, 3 méthyle. Voilà. Butane. Donc, je efface le E et je le remplace par wick. Donc, c'est le nom de l'acide, c'est l'acide l'acide 3-méthylbutanique. Très bien. Donc, c'est un acide 3-méthylbutanique. Très bien. Maintenant, on va passer à la nomenclature des anhydrides d'acide. Donc, c'est quoi un anhydride d'acide? Un anhydride d'acide est un composé organique qui contient le groupement fonctionnel COOO. COOH ou bien sa formule générale s'écrit sous la forme suivante, telle que R est le groupe alkyle ou un atome d'hydrogène. Donc, préparation de l'anhydride. Comment prépare un anhydride? Donc, le nom l'anhydride ou acide sont E. Donc, c'est un acide anhydride. Le nom anhydride donc, signifie que j'ai un acide sans E, sans O, sans présence de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois préparer, ou je peux préparer l'anhydride à partir de une réaction entre deux acides à partir de laquelle je vais éliminer une molécule d'eau. Donc, le nom anhydride signifie acide sans eau, peut être préparé en éliminant une molécule d'eau entre deux molécules d'acide carboxylique. Donc, voilà l'équation de la préparation d'un
anhydride avec l'addition de certaines conditions expérimentales au niveau de la pression, des catalyseurs et de la température. Alors, pour nommer l'anhydride, donc c'est très simple, le nom de l'anhydride s'obtient en remplaçant le mot acide par le mot anhydride dans le nom de quoi? De l'acide carboxylique correspondant. Par exemple, donc, si j'ai un anhydride qui était fabriqué ou bien préparé à partir d'une réaction de deux molécules d'acide éthanoïque, donc je efface le terme acide et je le remplace par anhydride. Donc, au lieu d'avoir acide éthanoïque, je vais avoir l'anhydride éthanoïque. Donc, si les deux radicaux hydrocarbonés sont différents, l'anhydride dit mixte, on obtient par élimination d'une molécule d'eau entre ces deux molécules d'acide différents. Donc, si j'ai le premier acide différent du deuxième acide, donc j'ai un anhydride qui était préparé à partir d'une réaction entre deux acides différents. Donc, pour le nom, je dois respecter, alors je garde toujours le terme anhydride au lieu d'acide et je mentionnais les noms des deux acides tout en respectant l'ordre alphabétique. On va voir ceci dans les exemples. Bien, commençons par l'exemple numéro 1. Donc, pour nommer ce composé, cet anhydride, donc je vais voir quoi? Je vais déterminer le nom de cet acide. Hein. Si je fais prendre ça et j'ajoute le HIC, c'est tout simplement. Donc, le nom de l'acide encadré, donc c'est l'acide méthanoïque. Hein. Ça, c'est l'acide méthanoïque. Vous devez écrire pour bien éclaircir. Acide méthanoïque. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais tout simplement éliminer le terme acide et le remplacer par le terme anhydride. Anhydride. C'est facile. Voilà. Donc, le nom de ce composé, c'est l'anhydride. Hein? L'anhydride de quoi? C'est l'anhydride méthanoïque. Alors, la même chose pour celui-là. Donc, le deuxième exemple, je vais sélectionner la partie supérieure. Voilà. Donc, il s'agit de quoi? D'un acide. Donc, si j'ajoute le O ici, un OH, donc ce sera un acide éthanoïque. Donc, je vais remplacer le terme acide par le terme anhydride et j'aurai anhydride. Anhydride, voilà, de quoi? De éthanoïque. Anhydride éthanoïque, là, de l'éthanoïque. L'éthanoïque ou bien anhydride, tout simplement éthanoïque. Anhydride éthanoïque. Éthanoïque. Très bien. Alors, pour l'exemple suivant, donc, comme d'habitude, donc, je vais déterminer ou bien sélectionner la partie supérieure. Donc, voilà, la partie supérieure, c'est celle-là. Donc, j'ajoute le HIC, donc ce sera un acide. Donc, c'est l'acide quoi? L'acide propanoïque. Donc, je remplace l'acide propanoïque par anhydride. Anhydride. Voilà, de propanoïque. Propanoïque. Voilà le nom de l'acide propanoïque. L'exemple numéro 4. Alors, l'exemple numéro 4, je vais aussi sélectionner la partie supérieure. Donc, je vais, voilà, la partie supérieure, c'est celle-là. Donc, si je essaye de faire le nom de cet acide carboxylique tout en ajoutant un HIC, donc ça sera un acide. Hein. Commençons par la nomenclature. Donc, c'est la notation le 1, le 2, 3 et 4. Donc, c'est un acide de 3-méthyle botanoïque. Donc, j'ai un acide, hein,
acide 3, méthyle, voilà, butanoïque, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, voilà, acide 3 méthylbutanoïque, je vais tout simplement remplacer le terme acide par le terme anhydride. Voilà, donc le nom de ce composé, le composé numéro 4, c'est l'anhydride 3-méthylbutanoïque. Alors, voyons l'exemple numéro 5. L'exemple numéro 5, donc c'est un anhydride qui était formé par deux acides. Deux acides qui sont différents. Donc, il s'agit d'un anhydride mixte. Hein. Alors, pour nommer ce composé, ou bien cet anhydride, donc je vais sélectionner la partie supérieure. Donc, voilà la partie supérieure. Donc, il s'agit ça, c'est un acide. De quoi? Il s'agit d'un acide. Celui-là, c'est un acide. Il provient de l'acide propanoïque. Voilà. Et le deuxième, donc ça c'est l'acide propanoïque. Pour le deuxième partie de l'acide, donc c'est celle-là. Voilà l'acide propanoïque. Pour le deuxième, voilà, ça c'est un acide. On sait donc il vient de quoi? De l'acide. C'est un acide. Il provient, bien il dérive de l'acide. Quel acide? L'acide éthanoïque. Bien. Alors, pour nommer l'anhydride, je commence toujours par le terme anhydride. Anhydride. Voilà. Et je posais les deux, les noms des deux acides tout en respectant l'ordre alphabétique. Donc, je commence par éthanoïque, puis propanoïque. Donc, anhydride éthanoïque, voilà, propanoïque. C'est simple. Donc, ça, c'est le nom de cette anhydride. Donc, c'est un anhydride de quoi? Anhydride de éthanoïque propanoïque. Voilà. Donc, c'est un anhydride de éthanoïque propanoïque. Très bien. Voilà ce qui concerne la nomenclature des anhydrides. Maintenant, on va passer à la dernière paragraphe dans cette partie, c'est la nomenclature des esters. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ester? Alors, un ester est un composé organique qui contient le fonctionnement, ou bien le groupe fonctionnel suivant. Donc, c'est une liaison O avec ces trois liaisons. Ou bien, la formule générale de l'ester, donc s'écrit sous la forme R1C, double liaison O, R', ou avec le R1 peut-être un atome d'hydrogène ou un radical d'alkyl, alors que le R2 ne peut être que radical d'alkyl. Il ne peut pas être un atome d'hydrogène. Oui. Oui, ça, c'est très important. Pourquoi? Si je prends le R2, je le remplace par un atome d'hydrogène, donc j'aurai un RCOOH. Donc, il s'agit d'un acide carboxylique et n'est pas un ester. Donc, c'est pour cela que le R2 doit être différent de H. Bien. Maintenant, pour nommer l'ester, donc, voyons dans cette illustration, bien cette image, que la chaîne d'un ester est formée par deux parties. La première partie donc, correspond à une chaîne qui dérive d'un acide et la deuxième partie fait
c'est une chaîne qui provient d'un alcool ou bien d'un radical alkyle. Alors, pour nommer l'acide, alors, pour nommer l'ester, le nom de l'ester se compose de deux parties. En quoi la première partie se dérive du nom de l'acide correspondant, l'acide carboxylique correspondant, en remplaçant la terminaison weak par watt. Ça veut dire je dois nommer l'acide carboxylique provient ou bien qui a pour chaîne carbonatoire, qui a pour formule RCOOH, et je remplace la terminaison weak par la terminaison watt. Ensuite, le deuxième partie, c'est le nom du groupe R2, il y a R' ici, qui provient de l'alcool. Donc, tout en écrivant cette R2 sur la forme d'alkyle. Donc, je vais vous donner une astuce simple pour trouver le nom d'un ester. Donc, vous commencez à nommer cette partie sur la forme suivante. Donc, je vais toujours diviser la chaîne, plutôt, ou bien la formule semi-développée de l'ester en deux parties à partir de la forme d'oxygène qui fait relier la chaîne acide et la chaîne d'alcool. Je nomme la première partie par la première partie sur la forme de alcanoate, voilà, et je mets le deuxième partie, je nomme le deuxième partie à quitter le R sous forme de alkyle. Voilà, alkyle. Bien, pour trouver le nom de quoi? Le nom de l'ester. Donc, la première partie, c'est sous la forme de alcanoate. Deuxième partie, sous la forme de alkyle. Pour trouver le nom de l'ester, il suffit de recombiner ces deux noms. Donc, en général, le nom de l'ester s'écrit sous la forme alcanoate, d'alkyle. Bien, donc je commence toujours par faire diviser le nom, par faire diviser la formule, ou bien la formule semi-développée de l'ester en deux parties. Je nomme la première partie qui provient de l'acide se forme alcanoate et je nomme la deuxième partie se forme alkyle. Ensuite, je fais la combinaison de ces deux parties pour avoir le nom de l'ester. Donc voilà le nom de l'ester et s'écrit toujours sous la forme de alcanoate d'alkyle. On va faire quelques exemples pour faire appliquer ces règles de nomenclature des esters. Alors, commençons par l'exemple numéro 1. Donc, je commence par faire séparer ou bien diviser la formule en deux parties. Donc, je vais la diviser en deux parties comme ça. Bien, je nomme la partie de la chaîne d'acide. Donc, celle-là provient de l'acide méthanoïque. Donc, je vais l'écrire de méthane, donc sous forme de, écrit sous la forme alcane méthane. En forme alcanoate, donc c'est le méthanoate. Très bien, le méthanoate. Alors, deuxième partie. Voilà. Deuxième partie, c'est. Donc, la première partie, c'est le méthanoate. La deuxième partie, c'est quoi? C'est le éthane, se forme alkyle, c'est le éthyle. Hein? Le éthyle. Très bien. Alors, pour nommer le nom
de l'ester, il suffit de faire une combinaison de ces deux termes. Voilà, donc le nom, c'est très tout simplement, je vais mettre le métanoate premièrement, métanoate de quoi? Un métanoate d'alkyle, métanoate d'éthyle. Donc c'est simple, il suffit de faire la combinaison de ces deux parties. Deuxième exemple, je fais le même chose, donc je divise la formule en deux parties. Je nomme la première partie provient de l'acide se forme alcanoate, donc j'ai 1, 2, 3 atomes de carbone, donc l'alkane correspondant c'est le propane se forme alcanoate, donc c'est propanoate. Bien, le deuxième terme, donc c'est le méthane, se forme alkyle, ce sera le méthyle. Et je mets la combinaison, bien je fais la combinaison de ces deux parties pour trouver le nom de l'ester. Donc le nom de l'ester c'est quoi? C'est le propanoate. Propanoate de quoi? D'éthyle. Plutôt de méthyle. De méthyle. Voilà. Il suffit tout simplement de faire la combinaison de ces deux termes et voilà le nom de cette ester. Troisième exemple, donc je fais toujours diviser le nom, la chaîne en deux parties à partir de cet atome d'oxygène. Voilà, donc je nomme le premier partie, donc il s'agit de quoi? De 1, 2, 3, 4, donc c'est un butane ramifié, donc c'est le 3-méthyl, donc 3-méthyl, 3-méthylbutane. Voilà, 3-méthylbutane se forme alcanoate, ça sera butanoate, devient butanoate. Deuxième partie, donc c'est le éthane, se forme alkyle, c'est le éthyle. Et je fais la combinaison de ces deux termes pour avoir le nom de quoi? Le nom de l'ester. Donc, pour trouver le nom de l'ester, il suffit de faire la premier terme en premier nom et suivi par le deuxième terme. Donc, ça fait le 3-méthyl. Donc, 3-méthylbutanoate. Voilà, 3-méthylbutanoate d'éthyle. Bien, donc c'est le. Maintenant, si je passe à l'exemple numéro 4, donc je vais le nommer directement. Hein, je divise par 2 et le premier, ça sera un éthane, se forme alcanoate, donc c'est le éthanoate. Donc c'est le premier terme, c'est le éthanoate. Puis j'ajoute le deuxième terme, se forme alkyle, donc c'est un éthane, forme alkyle, c'est éthyle, éthanoate d'éthyle. Voilà, c'est le éthanoate d'éthyle. Bien, alors pour ce composé-là, cet ester, donc je divise toujours par un trait, donc il divise les deux parties. Donc la première partie, donc il s'agit de quoi? Donc si vous voyez bien ici, j'ai un atome de carbone, deuxième atome de carbone, troisième atome de carbone, quatrième atome de carbone, cinquième atome de carbone, sixième atome de carbone. Donc la formule de celle-là, donc j'ai ici un C qui a fait 1, 2, 3, 4 liaisons, donc c'est C. Celle-là, donc c'est plus atome carbonique, donc c'est 1, 2, 3, donc ça fait CH. Voilà. La même chose pour ça, donc c'est CH. Celui-là, c'est aussi un CH. Elle a fait 3 liaisons carbone-carbone. Première liaison, deuxième liaison, troisième liaison. Donc il reste à faire une liaison carbone-hydrogène.
Celui-là, donc, c'est OCCH et celle-là, c'est CH. Donc, si vous voyez bien que la formule de cette géométrie, ce n'est que C, je pourrais écrire sous forme de C6, H5. Donc, si vous vous rappelez bien, l'acide de formule C6H5COH, c'est l'acide benzoïque. Donc, je remplace 8 par watt, donc il provient à benzine, ça c'est un benzine, je remplace par le watt, c'est le benzoate. Donc, l'acide, l'ester s'écrit sous la forme benzoate. Voilà, benzoate de quoi? De deuxième partie, c'est benzoate de méthyle. Hein. La deuxième partie, c'est le méthyle. Donc, voilà le nom de l'ester numéro 5. Alors, pour la dernière exemple, c'est dans cette science. OK. Donc, je divise en deux parties. Donc, le premier, c'est quoi? Donc, le premier, c'est un acide de quoi? Acide de méthyle. Donc, je nomme cette chaîne ramifiée. Donc, c'est le 3, plutôt le 2 méthyle. L'alcane ramifié, c'est le 2-méthylpropane. Donc, j'efface le E, je remplace par la terminaison watt, propane watt. Voilà, donc c'est le nom de la première partie, c'est le propane watt, 2-méthylpropane watt. L'atome de carbone fonctionnel, c'est là, donc 1, 2, donc le méthyle est à la position 2. Et la deuxième partie s'écrit sous la forme quoi? C'est le 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 3, hein, le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc, c'est le 3-méthyle. Un 3-méthyle. Butane se forme alkyle, ça sera butyle. Butyle. Voilà, 3-méthyle. 3-méthyle. Butyle. Donc, c'est un ester qui provient à deux alcools, deux composés, un acide ramifié, à chaîne ramifiée, et aussi un alcool à chaîne ramifiée. Donc, le nom de l'ester, c'est très simple. Donc, je vais recombiner le nom, je vais associer les noms de la première partie et le nom de la deuxième partie. Donc, le nom final, ça sera voilà, ça fait le, voilà, c'est le 2-méthyle, 3, et le deuxième partie, le 2-méthyle, voilà, le 2-méthyle, 4, et je mets ici 2-méthylpropanoate, de quoi? De 4-méthylbutyle. Voilà le nom de cette ester. Et voilà, ça, c'est tout ce qui concerne la partie de la nomenclature. La prochaine fois, on va faire étudier la réaction d'estérification et d'hydrolyse. On va voir les caractéristiques de chaque réaction. Alors, merci pour cette séance et à la prochaine.